Europe 1, Christophe Ondelatte. Voici une affaire du 19e siècle, de 1867, autrement dit sous Napoléon III. L'enquête sur le meurtre de Sidonie Mertens en forêt de Fontainebleau. Et vous découvrirez que l'on peut tuer pour une épicerie. Cette histoire, je l'ai tirée du livre de Myriam Tsikounas, qui est professeure d'histoire contemporaine à l'université de Paris 1, livre qui vient de paraître, Le monde de Mathilde, aux éditions Georges. Elle sera là tout à l'heure pour le débrief. J'ai écrit mon récit avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. La scène se déroule en forêt de Fontainebleau en mai 1867, sous le Second Empire donc, sous Napoléon III. Un cocher, en route pour un château au lieu-dit la Tête à l'âne, aperçoit au bord du chemin, à quoi 1 ou 2 mètres, une jeune femme, une élégante, qui semble piquer un roupillon dans l'herbe. Pour se protéger du soleil et de la lumière, l'élégante a placé une ombrelle au-dessus de son visage. « Oh, mon Dieu! Il y en a qui se gênent pas dans la haute. » La haute société, ça va sans dire. La robe de la dame ne laisse pas beaucoup de doute. Sauf que le lendemain, sur le chemin du retour, elle est toujours là, l'élégante, à la même place, et dans la même position, étendue façon Belle au bois dormant, avec son ombrelle au-dessus du visage. « Sacrebleu! Oh, c'est pas bien normal, ça. Oh !» Il descend, il s'approche. « Madame? Madame ?» Il ne se fait aucune illusion, en vérité. Elle n'a pas dormi là. Il soulève l'ombrelle. « Oh, Jésus-Marie-Joseph! C'est pas Dieu possible! » Le visage de la dame est complètement décomposé, rongé par les insectes. Le cocher immédiatement va prévenir la police de Fontainebleau. C'est le commissaire Trochery qui est envoyé sur place. Et donc c'est lui qui fait les premières constatations. Alors, un éventail se trouve près du corps. La morte tient dans sa main droite une touffe d'herbe. Bon, c'est tout. Allez, on la charge. Vous me la conduisez à la morgue. Il s'agit d'abord d'identifier la dame, et par ailleurs de réaliser une autopsie pour savoir de quoi elle est morte. C'est le médecin-chef de l'hôpital de Fontainebleau qui s'y colle. Bien. Je vous propose de commencer par retirer son alliance. Normalement, ce genre de dame a une alliance qui est gravée à son nom. Voilà. Elle est gravée effectivement. La lettre E suivie d'un point. Mertens, M-E-R-T-E-N-S. Puis la lettre A suivie d'un point. Dusart, D-U-S-A-R-T. Eh bien, cela devrait nous aider à l'identifier. Voyons sa montre maintenant. Il est indiqué qu'elle provient de Boulogne-sur-Mer. Et ensuite, le docteur attaque l'autopsie elle-même. Vous voyez là, ça c'est très caractéristique. Sa langue est gonflée et vous remarquerez que ses mâchoires sont crispées. Pour moi, c'est assez clair. Elle a été empoisonnée. Et avec quoi, docteur? De l'arsenic, probablement. Là-dessus, un juge d'instruction est nommé. Il s'appelle Hippolyte Pouilly. Et il ordonne immédiatement une expertise toxicologique pour savoir si c'est bien de l'arsenic. Le toxicologue se présente à la morgue le lendemain. « Avez-vous prélevé le contenu du bol gastrique ?»« Très bien. Alors... Nous avons des quartiers d'orange, quasi intacts. Et puis ici, vous voyez des morceaux de pommes de terre. Et là, de la viande de bœuf, oui, je dirais que c'est du bœuf.
Tout cela n'étant pas digéré, je dirais que la mort est intervenue environ 1 heure après le dernier repas. D'accord, d'accord. Mais ça ne nous dit pas qui est la morte. Bon, sa montre provient de Boulogne-sur-Mer. Hein. Si elle se trouvait à Fontainebleau, c'est probablement qu'elle était en villégiature. Et si nous faisions le tour des hôtels de Fontainebleau, hein? Qu'en pensez-vous? Les policiers vont frapper à la porte de tous les hôtels. Et à l'hôtel de France et d'Angleterre... Ah ben oui. Moi je la connais bien, cette dame. Elle est arrivée ici le 7 mai, par le train de 6h30. Et elle était accompagnée d'une amie, enfin, à ce qu'elle m'a dit. Ont-elles dormi dans la même chambre? Non, non, elles avaient chacune leur chambre. La 11 et la 12. Mais elles voulaient que les chambres soient communicantes et qu'on puisse déverrouiller la porte qui les sépare. Voilà. Que souhaitez-vous savoir d'autre? Ben alors non. Je suppose que vous tenez un registre. Est-ce que vous avez leur nom? J'ai un registre, effectivement. Alors, la pauvre femme dont vous me dites qu'elle a été tuée s'appelle Madame Folleville. Et son amie, Madame Lebouy. D'après ce que dit le patron de l'hôtel, elles ont dîné là, le soir de leur arrivée. Oh, je peux vous dire qu'elles ont une sacrée descente, hein, pour des dames. Elles m'ont bu 2 bouteilles de Macon. Et après? Eh bien, après, elles sont allées faire quelques commissions, des produits de toilette, d'après ce que j'ai pu voir à leur retour. Et ensuite, elles se sont couchées. Et le lendemain? Eh bien, le lendemain, elles ont demandé un cocher, hein, pour aller se promener en forêt, et les amener jusqu'à l'auberge de Franchard, où elles avaient l'intention de déjeuner. Et sont-elles rentrées le soir venu? Madame Lebouy, oui. Elle est rentrée vers 5 heures. Mais elle est rentrée seule. Je lui ai demandé où était son amie. Elle m'a dit qu'elle s'était perdue dans les fourrés. Tiens, perdue dans les fourrés. Et pour le coup, Madame Lebouy était bien embêtée parce qu'elle m'a dit qu'elle n'avait pas d'argent pour payer les chambres. Et donc elle ne vous a pas payé? Si. Si finalement elle est allée vendre une broche qu'elle avait chez un bijoutier, là, pas loin. Et si on allait le voir, ce bijoutier? Oui, je lui ai bien racheté sa broche au poids de l'or. Mais voyez-vous, ce qui m'a étonné, c'est que quand elle a ouvert son portefeuille pour y mettre l'argent que je lui avais donné, il était plein de billets. Je me suis demandé pourquoi elle vendait sa broche, alors. Heureusement, le bijoutier a noté le nom et surtout l'adresse de la dame. Madame Frégard Lebouy, 15 rue du Beaujolais, à Paris. Le juge demande immédiatement à la police parisienne de se rendre sur place. C'est à 2 pas du Palais Royal. Un petit hôtel, meublé. Cette dame est bien descendue chez nous, je vous le confirme. Mais elle est partie le 10 mai. Dès lors, peut-être connaîtriez-vous son nom et son prénom? Oui, j'ai inscrit Mathilde Lebouy Frigard. Je crois que son vrai nom c'est Frigard. Lebouy c'est son nom de femme. Et vous n'avez pas idée où elle a pu aller? Ah si. Elle vient de faire l'acquisition d'une épicerie, figurez-vous, la Ferme Impériale, rue Montolon. Je crois même qu'elle s'est installée juste à côté, au numéro 34. Je vous remercie pour votre sollicitude, madame. Oh ben de rien, commissaire, c'est bien normal. Le 19 mai, 3 policiers se présentent à l'épicerie. Madame Frigard, je vous prie. Vous la trouverez dans l'arrière-boutique. Madame Frigard, vous êtes en état d'arrestation et nous allons procéder à une perquisition de votre logement. Mais de quoi s'agit-il? Enfin, je ne comprends pas. Chez elle, on trouve un revolver de marque Le Faucheux. Il a été acheté récemment, le 3 mai. La dame est immédiatement emmenée vers la préfecture de police. Bien, madame, je présume que vous savez pourquoi vous êtes là? Mais pas du tout, monsieur le commissaire. Nous enquêtons sur la mort de votre amie, madame Mertens,
Quel est son prénom, d'ailleurs? Sidonie. Elle s'appelle Sidonie, mais c'est pas Mertens, c'est Mertens. Elle est belge. D'accord. Mertens. Et vous confirmez vous être rendu avec elle à Fontainebleau? Oui, bien sûr. Sidonie se trouvait enceinte. Et nous avions rendez-vous là-bas avec un Anglais prénommé William qui devait lui présenter une avorteuse. Vous savez, j'ai vu dans le journal qu'elle était morte. Mais croyez bien que j'y suis pour rien. Le commissaire lui demande alors avec quel argent elle a acheté son épicerie. Elle dit que son amie Sidonie était son associée et que dans ce cadre, elle devait investir 5 000 francs. Vous trouverez dans mon sac à main un document qui en atteste. Le commissaire fouille alors le sac à main. Mais enfin, madame, ce document est un faux. Enfin, c'est visible à l'œil nu. Et voilà comment la copine Mathilde se retrouve inculpée de meurtre, de vol et de faux en écriture. Et elle est placée le soir même au dépôt, matricule 6603. En l'état, tout porte à penser que si Mathilde a tué Sidonie, c'est pour son argent. Et les policiers se demandent maintenant d'où Sidonie tenait son argent. Ils n'ont pas à chercher bien longtemps, car un homme qui se prénomme Henri Joseph vient spontanément les voir. Il dit qu'il est inquiet d'être sans nouvelles de Sidonie, qui était à la fois sa locataire et aussi, il le reconnaît, sa maîtresse. Vous me dites qu'elle a été assassinée? Oh mon Dieu, quelle horreur. Que pourriez-vous me dire sur cette femme, monsieur? Madame Mertens. Mertens, monsieur le commissaire. Elle est belge, de Liège. Oui, je sais, pardon. Répondez à ma question. Que vous dire? Eh bien, elle était veuve, depuis 6 ans environ. Son mari était un commissaire de la police belge qui avait choisi de s'installer en France, à Boulogne-sur-Mer. Sauriez-vous me dire, monsieur, quelle était la nature des relations entre votre amie Sidonie Mertens et Mathilde Frigard, dont nous avons des raisons de penser qu'elle a pu la tuer? C'est-à-dire que c'est délicat. Enfin, vous voyez, vous imaginez aisément. Je crains de comprendre, effectivement. L'amour, toujours l'amour. L'ami Henri Joseph a donné l'adresse de Sidonie dans le 9e arrondissement. Les policiers y font une découverte assez amusante. Des livres traitant des maladies vénériennes. De la ch'touille, quoi. Du mal de Naples, comme on disait à l'époque. Et puis, ils trouvent aussi des documents bancaires. Sidonie Mertens disposait d'une somme de 7 500 francs. Le 15 avril, elle en a retiré 4 000 et le 9 mai, 3 500. Il semble bien que ce ne soit pas sa signature. Ça n'est probablement pas elle qui a retiré l'argent. C'est possiblement son amie Mathilde. Ça se confirme. Mathilde aurait tué Sidonie pour lui siphonner son argent et acheter son épicerie avec. Au cours de son enquête, le commissaire comprend assez vite pourquoi Sidonie Mertens, la morte, collectionnait les ouvrages sur la ch'touille. D'abord, elle a un 2e appartement, 5 rue Neuve des Petits Champs. Un lupanar, en vérité. Mais en creusant, le commissaire s'aperçoit que depuis des années, elle a multiplié les amants. Mais ne nous attardons pas sur ces parties de jambes en l'air, elle est la victime. Paix à son âme. Intéressons-nous plutôt à Mathilde, sa meurtrière présumée. De moins en moins présumée. Elle est mariée, Mathilde, à un certain Alexandre Frigard, qui a la bonne idée de vivre en Normandie, à Caen. Autant vous dire que les deux ne se voient pas beaucoup. Mais ils s'écrivent, de temps en temps. Et c'est ça, entre autres, qui va la piéger. Écoutez-moi ça. Voici la lettre que j'ai trouvée et qu'elle adresse à son époux le 10 mai.
Elle se félicite d'avoir pu trouver les fonds pour acquérir son épicerie. Elle dit que ça permettra à sa famille de travailler. Ah ben ça nous fait un mobile, ça, hein? Ça nous fait un mobile. Et les policiers découvrent que Mathilde a tenté au moins 3 fois d'acheter un commerce. À chaque fois, elle a eu besoin d'emprunter de l'argent auprès d'agents d'affaires. Et à chaque fois, ils ont refusé de lui en prêter. C'est-à-dire que vous comprenez, madame, vous n'offrez pas assez de garanties. Et puis le juge réalise que ça ne fait que 6 mois que Mathilde vivait à Paris. Avant, elle vivait à Caen. Bien, vous allez là-bas, hein, et vous essayez de savoir si Mathilde Frégard est arrivée à Paris avec de l'argent. Ça m'étonnerait, mais allez vérifier. Tâchez de trouver son mari. Et il s'avère que son argent, si elle en avait, ne lui venait pas de son mari, car il a fait faillite. Et depuis, il vit dans un garni. Donc l'argent qui a permis d'acheter l'épicerie ne lui vient pas de son mari. Alors peut-être a-t-elle bénéficié d'un prêt? Les policiers font le tour des banques de Caen. Est-ce que cette dame, madame Frégard, vous a emprunté de l'argent? Oh, certainement pas. J'aurais pas prêté de l'argent à cette femme. Pas le moindre centime. C'est une femme de mauvaise foi. Vous n'avez pas idée. Son argent ne vient donc pas de la banque. Les policiers apprennent aussi une drôle d'histoire. Figurez-vous, c'est amusant, qu'elle est allée voir les propriétaires d'un château, le château de Crèvecoeur, qui entre nous est en ruine, et elle leur a dit qu'à sa connaissance, il y avait un trésor enfoui dans le château. Elle avait l'air d'y croire. D'après ce que je sais, elle a dépensé 2000 francs pour fouiller le château. En pure perte. Donc elle avait un peu d'argent, mais elle l'a dépensé pour en trouver plus. Bref, à Caen, la Miss a très mauvaise réputation. Et a priori, quand elle a quitté Caen, elle était raide comme un lacet. Elle n'avait pas un fifrelin pour acheter son épicerie. Il reste une question à résoudre. Est-ce qu'elle était vraiment enceinte, Sidonie? Mathilde a dit que c'était la raison de leur voyage à Fontainebleau, aller voir une avorteuse. Vous avez remarqué que l'autopsie n'a rien dit là-dessus. Eh bien, vous allez me réaliser une seconde autopsie, exhumer le cadavre. Et donc on exhume le cadavre de Sidonie, et on le confie à un autre docteur que le premier, qui manifestement était un gros nul. Je suis absolument formel. L'utérus de cette femme est totalement vide. Elle n'était pas enceinte. Mathilde a donc menti là-dessus aussi. Et dites-moi, docteur, au vu de vos observations, vous confirmez qu'elle a été empoisonnée à l'arsenic? À l'arsenic? Oh, je ne pense pas. Moi, je pense qu'elle a été asphyxiée. Un troisième docteur confirmera que Sidonie a été étouffée. Point d'arsenic. À propos, comment se sont-elles rencontrées, ces deux-là? C'est un agent d'affaires qui les a présentées l'une à l'autre. Madame Frégard cherchait un associé pour acheter une affaire, et c'est cet agent d'affaires qui a eu l'idée de lui présenter Madame Mertens, qui avait un peu d'argent dans les 7000 ou 8000 francs, je crois. Elles se sont donc rencontrées autour de l'argent, même s'il se confirme qu'elles étaient copines comme cochonnes, si vous voyez ce que je veux dire. Alors Mathilde a-t-elle séduit Sidonie pour son argent? Eh bien, c'est une hypothèse sérieuse. Tout au long de cette enquête, le juge interroge bien sûr à plusieurs reprises Mathilde Frégard. Au total, il l'interroge 19 fois. Et 19 fois, elle nie. Mais enfin, je vous dis, monsieur le juge, que j'ai rien à voir avec la mort de mon amie Sidonie. Rien. Je vous le jure. Et pourquoi donc serais-je allé à Fontainebleau pour la tuer? Pourquoi n'aurais-je pas pu le faire à Paris? Et au passage, Mathilde refait le portrait de son amie. Oh, vous savez, c'était une prostituée, Sidonie. Elle faisait entre nous les 50 passes par jour, oui, au moins.
Dès lors, comprenez bien quel était mon intérêt de la tuer maintenant, si telle était mon intention. Enfin, l'exposition universelle allait débuter à Paris. Elle aurait gagné encore plus. J'avais tout intérêt à attendre. Et puis, il faut que vous sachiez quelque chose la concernant. Sidonie était une ivrogne. Elle buvait énormément, avec un penchant marqué pour le vin de champagne. Si elle avait continué ainsi, elle serait morte, de toute façon. Si j'avais été intrigante, je n'avais qu'à attendre. Je ne l'ai pas tuée, monsieur le juge. Cela fait maintenant 2 mois et demi que le juge mène son enquête. Il n'a pas d'aveu, et il n'en aura pas. Mais il a dans son dossier tout un tas d'éléments qui suggèrent que Mathilde a tué Sidonie. Bref, il a de quoi la renvoyer devant la cour impériale. Et oui, on est sous Napoléon III, tout est impérial à l'époque. Et donc il rédige son acte d'accusation. Le procès est maintenant imminent. Jusque-là, la presse s'est assez peu intéressée à l'affaire. Quelques entrefilés, pas plus. Mais maintenant que le procès approche, elle se déchaîne. Et raconte en général n'importe quoi. Vous savez comment sont les journalistes, hein ? Il leur faut du sensationnel. Le petit journal écrit « Madame Mertens avait apporté avec elle une forte somme d'argent. Elle a été retrouvée en forêt de Fontainebleau, mangée par des animaux carnassiers. Et le bonhomme normand complète. La figure, les mains et les pieds avaient été en partie dévorés par des animaux carnassiers et des oiseaux de proie. Du délire. » Le procès de Mathilde Frégard s'ouvre à Melun le 9 août 1867. Avec un problème de logistique, la salle ne contient que 10 chaises. Et au vu de la foule qui se présente, surtout des femmes, ça n'est pas assez. Alors on rajoute 30 chaises, qui sont à peu près toutes réservées par la femme du préfet, pour ses copines. « Faites entrer l'accusé, je vous prie. » Les journaux écrivent qu'elle a l'air d'une bourgeoise de province, qu'elle est voûtée, et d'ailleurs ils décident de l'appeler la bossue. L'un des journalistes présents écrit « Elle a un nez qui présente des habitudes de ruse. » Ah bah oui, c'est bien connu. Hein. Le nez dit tout de vous. Mathilde a choisi comme avocat le meilleur de l'époque, Henri Lachaud, qui est célèbre pour avoir défendu quelques décennies plus tôt l'empoisonneuse Marie Lafarge. À 11h, on lit l'acte d'accusation. Et ensuite place à l'interrogatoire de Mathilde. Pas toujours sur les faits, hein, mais plus souvent sur ses mœurs. Vous aviez, madame, des habitudes qui ne sont pas naturelles chez les femmes. En face, Mathilde garde son sang-froid. Elle a la voix claire et elle parle bien. Par exemple, quand le président lui reproche d'avoir été la proxénète de Sidonie. « Monsieur le Président, ne peut-on pas profiter du mal sans le faire naître ?» L'interrogatoire de Mathilde dure tout au long de cette première journée d'audience. Les journalistes, celui du Figaro par exemple, sont assez séduits. Elle subit cet interrogatoire avec une intelligence et une énergie rares. Son regard mobile a une singulière vivacité. Et à en juger par le premier coup d'œil, on sent en elle une femme énergique et résolue à bien se défendre. Les débats se poursuivent le lendemain, samedi, par un défilé de témoins. Et ils se poursuivent le dimanche, après la messe, bien sûr. Le mardi, on en vient enfin au mobile supposé, l'acquisition de l'épicerie. Et on s'intéresse aux faux que Mathilde aurait utilisés pour vider les comptes de Sidonie. Un graphologue est appelé à la barre. J'ai eu accès à des lettres rédigées par l'accusé. Et j'ai noté cette étrange habitude qu'elle avait d'écrire toutes les lettres C en majuscules, même au milieu d'un mot. Et l'on retrouve cette manie dans les documents bancaires que vous m'avez soumis.
En conséquence, il paraît clair que c'est Madame Frigard qui les a rédigés et non Madame Mertens. Quoi qu'il en soit, les deux femmes n'avaient pas du tout la même écriture. Celle de Madame Mertens est vive, facile, rapide, légère, une cursive anglaise qui ne manque pas d'élégance. Celle de Madame Frigard, au contraire, est accentuée, mâle, ce qu'on appelle une bâtarde un peu lourde, une écriture de commerce, si vous voulez, avec une signature énergique. On approche de la fin du procès. Le procureur impérial se lève. C'est une femme diabolique, une menteuse, une sans-cœur. Et ensuite, l'avocat de Mathilde, Charles Lachaud, entame sa plaidoirie, en commençant par discréditer sa cliente. Oui, ma cliente est lascive et paresseuse. Et oui, elle est dominée par les sens. Ça n'est pas une femme qui succombe une fois et qui se repent. C'est une femme qui succombe souvent, qui ne se relève jamais et qui veut succomber encore. Elle est tout cela. Mais il n'en demeure pas moins que son innocence est incontestable. Et d'ailleurs, personne ici n'a pu apporter la preuve que Madame Mertens a été assassinée. On nous a dit qu'elle a été étouffée. Mais en vérité, elle est sans doute morte d'une congestion pulmonaire, causée par on ne sait quoi, et peut-être une indigestion. Mathilde a l'air satisfaite de la plaidoirie de son avocat. Elle va lui serrer la main chaleureusement. Le verdict est pour demain. Les jurés délibèrent pendant 1h45. Madame Frigard, levez-vous, je vous prie. La Cour impériale vous déclare coupable des faits de meurtre, de vol et de faux en écriture. En conséquence, elle vous condamne aux travaux forcés à perpétuité. Va-t-elle se pourvoir en cassation? Eh bien non. Et maître Lachaud explique pourquoi. Elle m'a dit ceci, je la cite. Elle m'a dit « C'en est fini entre le monde et moi. Je ne veux rien lui devoir. Je ne veux rien lui demander. » Mais ça n'est pas fini. Car quelques jours plus tard, Mathilde demande à rencontrer le procureur. Et là, elle qui a toujours nié, avoue. Vos médecins légistes se sont trompés, monsieur le procureur. Ils ont dit que j'avais étouffé Sidonie. Ça n'est pas vrai. Enfin, j'avais laissé volontairement près du cadavre une petite fiole. Vos policiers sont fort mauvais. Ils ne l'ont pas trouvée. Je lui ai fait respirer de l'acide prussique. De l'acide prussique. Autrement dit, du cyanure d'hydrogène. Le premier légiste n'avait pas tort. Elle a été empoisonnée. En tout cas, des aveux qui arrivent après le procès. Ça n'est pas banal, même si ça ne change rien. Mathilde est conduite à la maison centrale de force et de correction, installée dans une ancienne abbaye cistercienne, à Auberive, en Haute-Marne. 379 détenus, surtout des voleuses et des abuseuses de confiance, et quelques mères infanticides, et quelques meurtrières comme elles. En guise de travaux forcés, on leur fait faire de la couture. La vie en détention est rude. 2 promenades, tête baissée dans la cour, et 2 collations par jour, plus une prière le dimanche. Et le droit d'écrire un courrier à ses proches uniquement si on n'a pas été puni. Or, pendant sa détention, Mathilde est punie 5 fois. 1 fois parce qu'elle a taché un livre, 2 fois parce qu'elle a brisé une cruche, 1 fois parce qu'elle a commis une malfaçon, et une dernière fois parce qu'elle a coupé le bout de ses bas. En 1884, les autorités décident qu'Auberive doit devenir un lieu de détention pour mineurs. Et donc les femmes qui y sont détenues
sont transférés vers d'autres prisons. On fait monter Mathilde dans un fourgon cellulaire avec 5 autres détenus. Et à partir de là, on perd sa trace. Nul ne sait où elle a été transférée. Est-ce qu'elle a bénéficié d'une libération ? Est-ce qu'elle s'est évadée pendant son transfert ? Eh ben, on n'en sait rien. Les archives sont muettes à ce sujet. Désolé les amis, mais pour une fois, je n'ai pas totalement la fin de mon histoire. Très belle histoire que j'ai tirée donc de votre livre Myriam Tsikounas aux éditions Jorg, Le monde de Mathilde. Et je rappelle que vous êtes par ailleurs professeur d'histoire contemporaine à Paris 1. Donc vous avez fouillé les archives et il y a un moment où on ne sait plus ce qu'elle est devenue. Il n'y a pas d'archives des autres prisons qui éventuellement l'ont accueillie ? Alors, elle part en 84 et il y a des archives des autres prisons qui accueillent les prisonnières d'Auvrive et on ne la retrouve absolument pas. Elle n'est nulle part, elle n'est pas à Rennes, elle n'est pas à Doullens, elle n'est dans aucune maison centrale pour femmes. Si elle s'était évadée, on le saurait. Si elle s'était évadée, on le saurait. Alors, il y a finalement une toute petite trace, c'est aux Archives nationales, on découvre un document où il est noté, donc elle est bien partie en novembre 84, et c'est marqué Puylaurens, comme une destination. Ouais. Et finalement, donc, je suis allée enquêter dans le Tarn, et là, j'ai trouvé quoi ? J'ai trouvé que finalement, lorsqu'elle était en prison, elle a réussi à faire amitié avec un général. Et elle a vraiment fait amitié puisque ce général, qui était un général commotionné, on va dire, un Alsacien qui avait dû combattre de l'autre côté pendant la guerre franco-prussienne de 70, ce général avait adopté pratiquement son fils, le fils de Mathilde, et avait épousé une dame qui avait une sœur. Et cette sœur était à Puylaurens. D'accord. Voilà, donc mon hypothèse, mais très fragile, c'est que la sœur, à un moment donné, disparaît, puisque, donc, sans doute décède, puisqu'elle ne touche plus sa pension. Elle était enseignante, et à ce moment-là, sans doute, Mathilde prend son identité. Mais c'est vraiment une trace un peu fragile, et on retrouve quelque chose qui peut un peu aller dans le sens de cette hypothèse, c'est que son fils s'est installé à Grimaud, et que tout à coup, il a beaucoup d'argent. Or, Mathilde avait hérité de sa mère. Et avec cet argent, il va aller acheter avec un autre collègue des terrains aux alentours des principaux bagnes. Donc tout ça est cohérent. Alors il faut que vous nous racontiez, Madame Tsikounas, comment vous avez été amenée à vous intéresser à cette histoire. Je crois que ça remonte à 1966 et à un film que vous avez vu à la télévision. Alors tout à fait, c'était la série des groupes et du Maillet en votre âme et conscience. Et j'avais été surprise qu'une grande tragédienne comme Maria Cazares accepte ce qui était finalement un petit rôle, puisqu'il s'agissait uniquement de se montrer dans le box des accusés et de dire quelques tirades. Et j'ai pensé que peut-être Maria Cazares avait trouvé cette affaire assez intéressante pour souhaiter interpréter cette coupable. Voilà, donc j'ai lu Bouchardon, le magistrat qui était le seul finalement à avoir consacré à l'affaire un ouvrage plus ou moins romancé. Et de Bouchardon, voilà, je suis partie dans la presse, qui est très accessible aujourd'hui grâce à toutes sortes de sites, dont Gallica. Et finalement, je me suis rendu compte que Mathilde, on ne la connaissait qu'à travers des discours tenus par des hommes. Ouais. Les policiers, les magistrats, les journalistes. Mais qu'elle, on ne savait rien, puisque le petit journal a essayé de lui faire écrire ses mémoires et a également tiré son portrait. Mais ça a été confisqué par le directeur de la prison de Melun. Et ensuite, elle a dit qu'elle n'écrirait pas ses mémoires. Donc, pas de photos. Donc, pour moi, c'était difficile parce que j'avais les traits de Maria Cazares en permanence sous les yeux. Mais l'idée que finalement, c'était quelqu'un qui valait certainement la peine qu'on aille la découvrir. Qu'elle n'avait pas tué sa compagne sans raison, qu'elle était déclassée, que son mari avait fait une faillite fracassante et qu'elle s'était sentie coupable de cette faillite puisque c'est elle qui avait insisté pour que cet homme un peu lent, enfin plus âgé qu'elle d'abord, de 22 ans, mais très lent en affaires, achète d'abord une boutique de soierie, puis ensuite rachète l'usine de son patron à Bourg-Argental. Et que finalement, elle n'avait écouté personne. Elle a acheté sa fabrique de soierie au moment de la guerre de
de sécession aux États-Unis, donc plus de commandes, maladie du ver à soie, enfin. Myriam Tsikounas, j'ai eu le sentiment, à vous lire, que vous aviez quelques doutes ou de légers doutes, peut-être pas sur la culpabilité de Mathilde, mais sur le sérieux de l'enquête. Alors, plus que des doutes sur le sérieux de l'enquête, la culpabilité, elle ne fait pas de doute puisque Mathilde avait besoin d'argent et que d'évidence, elle a fait défaut en écriture et qu'elle a attendu longtemps que son amie Sidonie se décide et lui donne la somme dont elle avait besoin pour acheter cette épicerie. Sidonie a pris de mauvais renseignements à Caen sur la faillite Frigard, n'a plus voulu aider son amie et elle l'a tué. Par contre, l'enquête a été bâclée, sans doute pour plusieurs raisons. La première, c'est le juge qui mène l'instruction, un certain Bouilly, qui au départ va faire les choses très bien. Il y a énormément de commissions rogatoires, il enquête partout, à Boulogne-sur-Mer pour retrouver la vie de Sidonie, à Caen pour retrouver la vie des Frigards. Oui, j'allais vous dire ça, il y a quand même des moyens, sacrés moyens pour l'époque. Ah oui, et des envois de pneumatiques, enfin des choses réellement. Et il y a un hiatus entre le début de l'enquête où il fait absolument tout ce qu'il faut, et même plus qu'on ne lui demande, et l'arrivée. Alors à l'arrivée, que s'est-il passé? Bien, ce juge, en fait, est très mal vu à Melun. Alors d'abord, c'est une personne qui était profondément républicaine et qui, au moment du plébiscite, alors que ses confrères lui disent mais si tu n'es pas d'accord, vote blanc. Lui non, ostensiblement a expliqué qu'il était contre l'Empire. Si bien que Louis-Napoléon Bonaparte évidemment on lui en a voulu et qu'ensuite il n'a plus du tout obtenu les mutations qu'il souhaitait. Donc on l'a muté à Melun. Alors c'est quelqu'un qui a une élocution un peu difficile, qui est un peu lent et surtout on lui reproche à Melun, qui est une ville un peu bourgeoise on dirait, de ne pas être élégant. Alors, il ne s'y plaît pas du tout et il essaie désespérément d'en partir. Et à chaque fois, on lui dit non. Jusqu'en juillet 1867, donc juste avant le procès, dans les derniers interrogatoires de Mathilde, on lui écrit à peu près ceci. Si vous réussissez à régler au mieux une affaire délicate, vous serez muté dans la ville que vous aviez choisie. Alors, à partir de ce moment-là, Bouilly change complètement d'attitude. C'est-à-dire qu'il n'a plus qu'une idée, c'est la faire condamner coûte que coûte, quoi. Oui, et c'est surtout, je pense, quand on voit les témoins, on oublie quand même les deux témoins les plus importants. C'est-à-dire un certain Vives, qui avait le fameux hôtel du Liban, que Mathilde avait voulu acquérir au tout début, un hôtel qui s'est avéré être une sorte d'hôtel de passe homosexuel. Elle n'en savait sans doute rien au départ. On lui avait présenté l'affaire comme un petit hôtel avec des garnis, avec des chambres à la semaine. Et dans cet hôtel vivent un certain nombre d'artistes, notamment des danseuses, la plus célèbre étant Alice la Provençale. Et cette Alice et d'autres sont très amies avec plusieurs femmes de personnalité politique, et notamment avec une dame Laffitte, qui est l'épouse de Gaston de Gallifet, la personne qui va massacrer les communards, qui va lancer l'offensive sur la commune. Alors, c'est sans doute cela aussi qui permet de parler d'affaires délicates. Le mobile, Madame Tsikounas, le mobile... C'est l'argent. C'est l'argent, et le dessous du mobile, c'est donc ce déclassement que vit Mathilde par la faillite de son mari. Elle veut garder son niveau de vie. Elle a un mot une phrase qui est toujours la même. Je veux me refaire une situation. Elle l'écrit à sa mère, elle l'écrit à son mari. Ça devient une obsession. Se refaire une situation. Elle le redira pendant le procès. On lui demandera pourquoi elle a quitté Caen, pourquoi elle est allée se corrompre comme ça seule à Paris. Et elle dira on ne peut pas rester dans une ville où on a eu une certaine position et où on a tout perdu. Et c'est vrai qu'elle avait acquis une certaine position puisque fille d'un médecin pauvre, ayant vécu dans un village de l'Eure, obligée plus ou moins d'épouser un petit cousin qui était beaucoup plus âgé qu'elle, eh bien elle avait réussi qu'à un cas à obtenir toujours plus de domestiques, des appartements toujours plus confortables et toujours plus au centre de Caen. Elle était devenue l'une des personnalités de Caen. Et effectivement, par cette faillite, elle avait tout perdu. Au départ, c'est donc uniquement l'argent.
Et ensuite, c'est aussi l'amour, en quelque sorte, pour Sidonie. C'est-à-dire faire quelque Elle chose ensemble, quoi. Mais c'est-à-dire que c'est plus que ça. Sidonie se prostitue, mais on dirait une demi-mondaine. Elle se fait réellement la procureuse, donc la proxénète de Sidonie. Elle Ah, encaisse, donc c'est la maquerelle de Sidonie. c'est la maquerelle de Sidonie. Alors Sidonie n'a pas eu beaucoup de chance, que Sidonie avait déjà une mère qui la poussait comme ça à se prostituer. Et Sidonie, finalement, retrouve une sorte de seconde mère en Mathilde. Mais Mathilde est également très jalouse des amants de Sidonie. Donc tant que Mathilde fait son métier, si on peut dire, ça va. Mais Sidonie s'éprend d'un jeune représentant de commerce, un certain Paul Lasserre. Et à partir de ce moment-là, eh bien, Mathilde est très très jalouse. Elle essaie de faire casser, et comme ça ne casse pas, eh bien, elle met à exécution son projet. Alors, ces aveux maintenant qu'elle fait après ce procès. Bon, c'est totalement irrationnel de faire ça, d'autant que manifestement, avant le verdict, elle laisse plus ou moins entendre à son avocat qu'elle va dire des choses après le procès. Ça m'amène à vous poser cette question. Comme c'est une attitude un peu folle, n'est-elle pas un peu folle dingue ? Alors, c'est une attitude qui peut paraître un peu folle, sauf que Mathilde est également une magnétiseuse et une hypnotiseuse. Et d'ailleurs, elle a quand même trouvé pas mal de choses qui vont être reprises par Pierre Janet, qui ne la citera jamais, qui dira, il y avait des magnétiseurs à Caen. Donc, en fait, c'est Mathilde Frigard. Alors, elle magnétisait également Sidonie, fréquemment. Et elle s'est rendue compte, lorsqu'elle a tué Sidonie et qu'elle a récupéré la clé, pour aller chercher les affaires dans son appartement, que Sidonie lui avait également menti sur tout, c'est-à-dire qu'elle non plus n'avait pas d'argent, qu'elle n'en avait pratiquement plus, qu'elle en avait eu beaucoup, mais qu'elle était en train de perdre un procès, qu'elle devait encore de l'argent pour ce procès perdu. Donc finalement, qu'elle n'était pas un contre-modèle, mais qu'elle était vraiment sa réplique. C'est-à-dire qu'elles ont pratiquement le même âge, enfin, Mathilde est un peu plus âgée, mais elles ont fait le même parcours. Elles ont épousé toutes les deux en premières noces un homme plus âgé qui n'avait pas beaucoup d'envie de réussir dans la vie. Elles partagent beaucoup de points communs. Et ça, c'est un peu comme si Mathilde s'en était rendue compte après le meurtre. Et d'ailleurs, elle va laisser des traces de son crime partout. Vous l'avez dit, elle a laissé la fiole pour qu'on puisse éventuellement détecter qu'elle avait empoisonné à l'acide prussique. Oui, il y a un côté provocateur là-dedans. Voilà, elle laisse la montre, elle laisse l'anneau, elle laisse absolument tout pour qu'on la retrouve. Elle va dire aussi que Sidonie était enceinte, alors que c'est elle-même qui était enceinte. Enfin voilà. Donc il y a un peu comme un jeu entre Mathilde et Sidonie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle l'a tuée, elle voit que ça ne règle pas ses affaires finalement, et elle n'a plus qu'une envie, c'est de se laisser condamner. Simplement, elle a vraiment une haine des médecins, de la médecine traditionnelle, et elle veut avant pouvoir prouver qu'ils se trompent et qu'ils n'arrivent pas à découvrir la vérité tout seul. C'était donc de l'acide prussique qu'elle lui a fait respirer. Elle lui a fait respirer de l'acide prussique, et c'est aussi intéressant quand on songe que quelqu'un comme Jean-Baptiste Troppmann, qui lisait les faits divers, dont j'ai raconté un an l'histoire. Et demi plus tard, voilà, donc vous avez raconté ça, un an et demi plus tard, va lui aussi tuer en forêt alsacienne, mais en forêt à l'acide prussique. Mais pourquoi est-elle allée en forêt ? Pourquoi est-ce qu'elle l'amène à Fontainebleau ? Quel est le but de ce voyage ? Alors ça, c'est difficile d'avoir, de trouver une réponse dans les archives. Simplement, si on croit les mémoires à la préfecture de police, donc d'Antoine Claude, le chef de la sûreté, lui écrit que Sidonie Mertens avait une particularité. Elle avait fait partie de ce qu'on appelait le bataillon féminin, c'est-à-dire des demi-mondaines, un peu de luxe, qui travaillaient pour une dame, laquelle était appelée par les politiques lorsqu'on recevait une personnalité étrangère et qu'on souhaitait C'était une sorte de Madame Claude, alors, c'est ça ? C'était une sorte de Madame Claude du 19e siècle. Voilà. Donc, à ce moment-là, on faisait visiter le château de Fontainebleau aux invités célèbres. Et ensuite, on leur proposait une sorte de chasse où, en réalité, il s'agissait le gibier, c'était ces dames. Et donc, hypothétiquement, elle était allée là-bas pour participer à une de ces parties de chasse. Ou alors, Mathilde... elle lui avait parlé Sidonie lui avait parlé de Fontainebleau, et puis elle a décidé de l'emmener là.
Elle lui en veut aussi de se prostituer, c'est-à-dire qu'à la fois, Ouais. elle le dit, c'est ma poule aux œufs d'or, c'est-à-dire que elle gagne de l'argent grâce à ce travail de proxénète, mais elle lui en veut aussi de donner son corps aux autres. J'ai l'impression que vous avez de la tendresse pour Mathilde. Ben oui, parce que c'est quand même une femme qui va finalement fonder un peu de la psychologie moderne, c'est-à-dire qu'on va vraiment récupérer, sans le dire, toutes ses idées via Pierre Janet, puis ensuite, évidemment, ça va mener comme ça jusqu'à Freud. Elle a quand même beaucoup de bonnes idées au plan des médecines alternatives aussi. Et c'est quelqu'un qui a vécu dans la misère depuis Et puis c'est une féministe. sa petite enfance. Alors c'est une féministe, elle ne s'entend pas avec sa mère qu'elle trouve trop passive. Elle souffre beaucoup de voir son père, qui pour elle est donc un grand médecin, ne pas réussir du tout dans ses entreprises. Son père était un ami du docteur Ozu, qui va devenir célèbre qui fabriquait des faux organes en celluloïd des corps humains, et qui va donc devenir un médecin très célèbre, qui va acheter en fait une propriété que les deux s'étaient promis lorsqu'ils étaient très jeunes médecins de racheter ensemble. Voilà. Donc elle a eu un grand nombre de contrariétés. Elle est aussi la nièce. Le frère de son père n'est plus connu aujourd'hui, mais était au XIXe siècle un peintre réputé de peinture d'histoire. Tout ça crée du ressentiment et de l'amertume, et puis voilà, cette faillite fracassante. Alors c'est quelqu'un qui a inventé énormément de choses, non seulement au niveau, elle reprend le magnétisme animal et puis elle commence à penser à ce qui va être le départ de la psychanalyse, mais elle va aussi inventer des choses, par exemple les extincteurs, alors qu'elle n'a plus aucune façon d'éviter la faillite. Elle va s'installer dans un champ à Caen où elle fait venir les personnalités de la ville. Elle leur montre comment on peut éteindre tout seul un incendie avec un appareil pas très grand. Mais les gens voudraient lui acheter cet appareil, mais il est trop cher. Elle ne pense pas à baisser les prix. Elle ne le vend pas. Elle a beaucoup d'idées. Elle veut séparer les minerais. Enfin voilà, elle a inventé des tas de choses. Simplement, oui, elle a un esprit brouillon et elle ne va pas jusqu'au bout. Elle baisse les bras assez vite. Dès que ça ne va pas, elle part sur une autre piste. Merci infiniment, Myriam Tsikounas. Je vous renvoie vraiment à ce livre qui est beaucoup plus complet que le récit que j'en ai tiré, qui est un vrai travail d'historienne pour le coup. Le monde de Mathilde, femme, sous-titre Femme savante et criminelle, de Myriam Tsikounas, aux éditions Jorg. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.